Le ZUV-22 Osprey est l'un de mes avions préférés grâce à sa capacité à voler en stationnaire comme un hélicoptère. Ensuite, il peut voler comme un avion à voilure fixe et atterrir presque partout. J'ai construit plusieurs avions à décollage et atterrissage verticaux ces 10 dernières années, qui ressemblent à l'Osprey, avec les moteurs distinctifs en bout d'aile qui pivotent lors de la transition de l'appareil. Cela fait un moment depuis mon dernier projet de VTOL. Alors dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage où je conçois et construis chaque composant d'un avion VTOL radiocommandé. J'ai choisi de fabriquer le fuselage en plastique renforcé de fibre de verre car il est léger et assez résistant en cas d'atterrissage brutal ou de crash. Le seul problème, c'est que ces plaques ne font qu'1 millimètre d'épaisseur, mais avec l'ajout de quelques pièces imprimées en 3D, la rigidité peut être grandement augmentée. L'arrière du fuselage sera un simple tube droit en fibre de carbone, car rien n'est à monter derrière l'aile, sauf la dérive et la profondeur, ce qui rapproche l'appareil d'un hélicoptère modèle, réduit plutôt que d'un avion. L'étape suivante est d'ajouter les longerons principaux de l'aile, utilisant les mêmes tubes en fibre de carbone que l'empennage. Ils sont assemblés avec des pièces imprimées en 3D et des feuilles de fibre de verre pour renforcer l'ensemble, donnant à l'aile un dièdre de 8 degrés. Le longeron de l'aile s'insère ensuite dans le fuselage et se fixe avec quelques boulons, formant une structure solide et légère. C'est important pour ce type d'appareil VTOL, car lorsqu'il est en vol stationnaire, tout le poids de l'avion est supporté par les extrémités des ailes, contrairement à un avion classique, où la portance est répartie sur toute l'envergure de l'aile. Après la portance aux extrémités des ailes, abordons les supports moteurs. Dans le passé, j'ai expérimenté plusieurs mécanismes différents pour incliner les moteurs. Dans mon premier système à 2 cerveaux, un grand cerveau gérait l'inclinaison pour la transition et un petit cerveau celle pour le vol stationnaire. Ça marchait bien, mais restait assez lourd. Sur mon deuxième VTOL, j'ai fixé le moteur à un seul cerveau qui gérait la transition, l'inclinaison et le vol stationnaire. Mon troisième VTOL utilisait aussi un seul cerveau, mais transmettait la rotation à travers une paire d'engrenages pour soulager un peu les roulements du cerveau. Et enfin, mon quatrième VTOL qui utilisait un seul cerveau pour incliner les deux moteurs via un arbre à travers l'aile, qui était assez léger mais n'était pas idéal car les moteurs ne pouvaient pas s'incliner indépendamment. Le contrôle en vol stationnaire était donc limité. Avec seulement 2 moteurs, c'est comme tenter de s'équilibrer sur un tabouret à 2 pieds. Pour contrôler le tangage en vol stationnaire, l'appareil doit incliner ses moteurs d'avant en arrière. Cela fonctionne en créant un décalage entre la ligne de poussée et le centre de masse, ce qui fait tourner l'appareil. Et plus ce moteur peut tourner rapidement, plus l'axe de tangage sera réactif. Et donc une fois contrôlé par gyroscope, l'appareil sera plus stable. Donc ce mécanisme d'inclinaison est conçu pour être aussi léger que possible, avec un cerveau fixé à la poutre d'aile pour réduire la masse de la partie rotative, ce qui devrait le rendre aussi réactif que possible mécaniquement. J'ai imprimé en 3D tous les composants du mécanisme d'inclinaison et collé les pièces impossibles à imprimer en une seule fois. Ensuite, le moteur et le cerveau peuvent être fixés et j'attache un grand engrenage 3D au cerveau pour contrôler l'inclinaison. Les deux moitiés s'emboîtent, puis glissent sur la poutre d'aile. La partie du support avec le cerveau est serrée par un boulon pour éviter la rotation. Et voilà, un mécanisme d'inclinaison du moteur léger et simple, et les fils du moteur et du cerveau peuvent être passés proprement à travers la poutre d'aile. Maintenant, comme vous pouvez probablement l'imaginer, la vitesse à laquelle les moteurs et les mécanismes d'inclinaison doivent fonctionner pour maintenir l'avion stable en vol stationnaire doit être assez élevée. Comme un drone a besoin de gyroscope et d'accéléromètre pour calculer la vitesse des moteurs, cet avion aussi. Ces gyroscopes et accéléromètres sont généralement réunis dans un contrôleur de vol qui combine les données des capteurs avec le signal de commande pour indiquer au drone la direction à suivre. Malheureusement, il n'existe pas de solution prête à l'emploi pour ce type d'avion à décollage et atterrissage vertical. Nous aurons donc besoin d'une option plus personnalisée. Heureusement, un contrôleur de vol capable de gérer le VTOL a été développé par un certain Nicolas Rem dans le cadre de ses recherches de master. Il a publié de nombreuses vidéos sur YouTube montrant les divers projets où il a utilisé ce contrôleur de vol. Le fonctionnement de son contrôleur de vol repose sur une petite carte processeur appelée TINCI, qui est combinée à une carte gyroscope et accéléromètre pour détecter l'orientation de l'appareil. Ces deux cartes suffisent à construire le contrôleur de vol qui fonctionne avec son code personnalisé Dreamflight. J'ai déjà beaucoup programmé sur Arduino et heureusement, son contrôleur de vol accepte aussi le code Arduino. J'ai trouvé cela très intuitif et je suis vraiment impressionné. Parce que tout le code est bien structuré et facile à lire, on a presque l'impression que les possibilités de configuration d'aéronefs sont infinies. Donc je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'utiliser son code dans ce projet, et il est très probable que je l'utiliserai dans de nombreux projets à venir.
Pour simplifier le câblage, j'ai monté les composants sur une plaque prototype, ce qui a facilité la connexion de toutes les sorties TNC au connecteur pour les servos et les moteurs. Et avec quelques lignes de code de test, la stabilisation gyroscopique fonctionnait bien. L'étape suivante consiste à souder le contrôleur de vitesse électronique pour les moteurs. Et j'ai choisi d'utiliser un contrôleur de vitesse 4 en 1. Ceux-ci sont conçus pour être utilisés sur des drones car ils possèdent 4 sorties pour moteur. Maintenant, mon avion n'a que 2 sorties pour moteur. Mais étonnamment, c'est plus compact que d'avoir 2 contrôleurs de moteur séparés. Ensuite, connectez tous les fils de signal au contrôleur de vol, au récepteur et à un régulateur 5 volts pour alimenter les servos. Il était temps d'écrire le code. Voici le code de mixage principal que j'ai créé pour cet avion. Si cela vous intéresse, ce fonctionnement ressemble beaucoup au code de mixage de mon précédent VTOL, dont je mettrai le lien ci-dessous. Après avoir configuré les directions des moteurs et servos, j'ai monté des hélices pour tester sa correction des mouvements externes. Je ne recommande pas d'essayer, car ce n'est pas très sûr, mais cela semble prometteur. Il est temps de tester le vol stationnaire. Premier essai. En fait, ça vole dès le premier essai et il va bientôt pleuvoir, donc je ferai mieux de rentrer. En attendant la fin de la pluie, j'ai relu le code du contrôleur de vol et constaté avoir sélectionné le mauvais mode. Alors j'ai changé le mode de vol. Et heureusement, le soleil est sorti pour le test suivant. Et cette fois-ci, c'était beaucoup plus stable. Et le pilotage était si naturel que j'ai fini par faire quelques pirouettes. Quelques 8. J'ai atterri avant de pouvoir le cracher. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter une aile et une queue à ce truc et voir comment il vole en tant qu'avion. Comme vous l'imaginez, l'aile d'un avion à décollage et atterrissage verticaux est essentielle car un VTOL doit tout gérer en vol, contrairement à un avion classique qui utilise une piste. Cela signifie qu'il doit accélérer de 0 jusqu'à la vitesse de croisière aussi doucement que possible et aussi décélérer de la vitesse de croisière jusqu'à l'arrêt en vol stationnaire aussi doucement que possible. Heureusement, le site airfoiltools.com répertorie de nombreux profils aérodynamiques avec leurs données de portance et de traînée. Ce qui m'aide à décider lequel il me faut. Après avoir comparé de nombreux profils aérodynamiques, j'ai décidé d'utiliser un AK 4412 parce que son graphique du coefficient de portance, en fonction de l'angle d'attaque, est très linéaire entre -5 et +9 degrés d'angle d'attaque. Et comme je vais monter l'aile avec un angle positif de 3 degrés, l'avion pourra cabrer ou piquer de 6 degrés dans chaque direction sans produire de portance négative ni décrocher. Par exemple, voici une aile moins souhaitable où le coefficient de portance chute rapidement en dessous de 0 degré d'angle d'attaque. Alors maintenant que la forme du profil aérodynamique a été choisie, quelle est la meilleure façon de construire l'aile? J'ai déjà imprimé en 3D des nervures d'aile et plié du carton mousse autour pour former un profil aérodynamique approximatif. Mais ce n'est généralement pas très précis, car le carton mousse commence à se déformer autour des nervures imprimées en 3 dimensions. Donc à la place, je vais imprimer toute l'aile en 3 dimensions avec un matériau appelé PLA léger. Ce matériau mousse en impression 3D et ne pèse que 40% d'une impression 3D classique. Le problème avec ce matériau est que la mousse rend difficile l'obtention de belles impressions par l'imprimante. Je vais vous montrer un exemple. Voici un profil aérodynamique imprimé sans structure interne. Comme vous le voyez, l'imprimante suit juste le contour continu du profil. Si on souhaite ajouter une nervure interne pour renforcer la solidité, l'imprimante doit s'arrêter, lever la buse et se déplacer vers cette nervure. Cela laisse un excès de matériau qui est expulsé par la buse à cause du processus de moussage et qui est généralement corrigé en retirant le plastique de l'imprimante pour arrêter l'extrusion. Mais cela ne fonctionne pas avec le PLA léger. Pour éviter cela, l'aile doit être conçue de manière à permettre à l'imprimante de tracer une ligne continue pendant tout le processus d'impression. Pour ajouter une nervure interne à l'aile, il faut découper une fente comme celle-ci. La nervure fait ainsi partie du profil externe et évite à l'imprimante de soulever la buse, ce qui élimine tout matériau résiduel du processus de rétraction
et réduit aussi le temps d'impression. Maintenant, bien sûr, une seule nervure n'est pas assez solide pour supporter toute l'aile, donc j'ai passé beaucoup de temps à configurer la conception pour obtenir ceci. Où les nervures internes forment un motif en gris, et chaque nervure possède un trou au centre pour réduire le poids. Cette aile peut être produite d'une seule traite par l'imprimante, offrant légèreté et impression rapide. Après avoir imprimé toutes les sections de l'aile, je les ai assemblées en les alignant avec la poutre principale. Chaque moitié d'aile mesure 64 cm de long et pèse environ 90 grammes chacune. Ce qui est plutôt bien car c'est un profil aérodynamique précis, bien meilleur que ce que je pourrais faire avec d'autres matériaux. Ces ailes peuvent ensuite glisser sur les longerons et se verrouiller dans le fuselage comme ceci, ce qui donne un design très modulaire. Donc si les ailes devaient être endommagées et qu'il fallait les remplacer, je peux imprimer une aile entièrement neuve en un jour ou deux et simplement les échanger. Vous remarquerez que cette aile n'a ni surface de contrôle, ni volet. Et cela parce que j'espère contrôler l'avion en utilisant différentes méthodes de mixage. Alors, voyons comment cet avion va se contrôler en vol stationnaire et en vol vers l'avant, en commençant par l'axe de tangage. Comme indiqué, le contrôle du tangage en vol stationnaire s'effectue en inclinant les moteurs d'avant en arrière, ce qui a bien fonctionné lors des premiers vols d'essai. Vous remarquerez aussi que l'empennage arrière bouge. Cela ne servira pas en vol stationnaire sans vent, mais avec un léger vent de face ou lors d'un déplacement lent, cela aidera à incliner les moteurs. Pour le contrôle du roulis, les moteurs fonctionnent de la même manière que sur un drone classique, où l'un accélère et l'autre ralentit, ce qui est très réactif grâce à la technologie des contrôleurs de moteurs de drone. Pour le contrôle du lacet, les inclinaisons des moteurs sont à nouveau utilisées, mais cette fois dans des directions opposées, produisant une force vers l'avant sur une extrémité de l'aile et une force vers l'arrière sur l'autre. Comme vous l'imaginez, combiner ces mouvements en même temps rend le contrôleur de vol indispensable. Pendant la transition, commande et mouvement s'estompent. Pour passer en vol avant, seul le mouvement de l'élévateur arrière reste inchangé. Pour cabrer l'appareil, les moteurs restent verrouillés pour la pousser, tandis que l'élévateur arrière fonctionne comme sur un avion classique. Contrairement à un avion classique, le roulis sera contrôlé par l'inclinaison des moteurs, et non par les ailerons. Cette méthode inhabituelle pour contrôler le roulis devrait théoriquement fonctionner et offrir des avantages, car le contrôle n'est pas lié au flux d'air entrant comme avec des ailerons. L'appareil pourrait ainsi garder le contrôle du roulis, même en cas de décrochage. Pour contrôler le lacet en vol avant, l'appareil utilisera la poussée différentielle pour avancer une aile et reculer l'autre, car il n'y a pas de surface mobile sur la dérive. Cela signifie que nous pouvons théoriquement contrôler tous les axes de l'appareil en vol stationnaire ou vers l'avant. Avec seulement 5 pièces mobiles, y compris les moteurs, cela permet de garder l'appareil mécaniquement simple et léger. J'ai ensuite construit une section de queue basique à partir de carton mousse, car il n'est pas nécessaire d'avoir un profil aérodynamique spécifique pour les vitesses auxquelles cet appareil va évoluer. J'ai installé le cerveau de profondeur dans la dérive, qui peut ensuite être glissé sur la poutre de queue. Nous sommes prêts pour un nouvel essai. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. J'ai vite remarqué qu'un mécanisme d'inclinaison tremblait bien plus que l'autre, ce qui est inquiétant car l'électronique doit mouvoir chaque cerveau à la même vitesse. Trop impatient de le tester en vol, je l'ai quand même emmené sur le terrain. Bien qu'il ait été secoué par le vent, j'ai réussi à le garder sous contrôle tout en volant en mode stationnaire. Ensuite, j'ai essayé de passer en vol avant et j'ai vite réalisé que je n'avais presque aucun contrôle en roulis. Je suis vite repassé en mode stationnaire et l'ai posé en sécurité. En rentrant chez moi, j'ai remarqué qu'un des servomoteurs d'inclinaison bougeait moins vite que l'autre et chauffait beaucoup. C'était mon erreur, car lors de l'assemblage du pivot d'inclinaison, je n'avais pas anticipé la résistance, ce qui a surchargé le servomoteur. Pour éviter que cela ne se reproduise, j'ai remplacé les servomoteurs par des modèles plus grands et rapides et supprimé toute résistance dans le mécanisme. Désormais, le poids du moteur suffit à faire descendre le pivot. Grâce au couple supérieur de ces nouveaux servomoteurs, je peux changer le rapport de démultiplication, permettant ainsi au moteur de s'incliner davantage et, j'espère, d'améliorer le contrôle du roulis en vol avant. Un autre test de vol stationnaire rapide dans le jardin a réussi, les deux servomoteurs bougeaient à la même vitesse. Cependant, l'appareil produisait un fort bruit de vibration causé par un jeu excessif dans l'axe de pivotement de l'inclinaison. Cela se corrige facilement avec une petite pince sur la barre d'aile pour la stabiliser. Je ne savais pas encore que d'autres problèmes plus importants allaient apparaître, mais nous pourrons les régler plus tard. Allons faire un vrai vol d'essai.
J'ai actionné l'interrupteur de transition sur ma télécommande sans problème. L'appareil s'éloignait en accélérant et grâce au nouveau cerveau, le contrôle du roulis était très bon. Honnêtement, il volait comme un avion radiocommandé classique à 4 voies. Je ne m'attendais pas à ce que la faible traînée de cet appareil rende le ralentissement pour le vol stationnaire très difficile. En stationnaire, je peux simplement le ramener comme un hélicoptère. La transition suivante vers l'extérieur était risquée car j'ai réglé la vitesse de rotation des moteurs à environ 3 secondes. Ce qui est trop rapide et fait piquer le nez vers le bas. Et aussi, je dois m'entraîner aux transitions entrantes, car cabrer le nez pour réduire la vitesse entraîne une perte rapide de portance lorsque l'aile décroche. Que se passe-t-il avec les ondulations sur les ailes? Le PLA léger, avec lequel les ailes sont imprimées, commence à fondre à environ 200 degrés Celsius et est imprimé en 3 dimensions à environ 245 degrés Celsius. Cependant, le PLA peut commencer à se déformer dès 50 degrés maintenant. Je ne pensais pas qu'il se déformerait si vite au Royaume-Uni, mais la couleur sombre et mate n'aide sûrement pas. Je pourrais simplement imprimer l'aile en blanc, mais si je la laissais dans ma voiture par forte chaleur, cela pourrait aussi faire fondre l'aile même sans exposition directe au soleil, donc je dois la redessiner. Cette nouvelle aile compte 2 fois plus de nervures internes, offrant un meilleur soutien à l'enveloppe extérieure. J'ai aussi modifié les trous dans les nervures pour qu'ils suivent mieux le contour du profil aérodynamique, au lieu d'être circulaire. Cela a causé une légère prise de poids de 5,5%, mais cela devrait réduire toute déformation. J'ai aussi imprimé un autre modèle qui avait des nervures supplémentaires là, le long de l'envergure de l'aile, mais celui-ci était 20% plus lourd que le premier modèle. Nous verrons comment il résiste au soleil avec une température de 34 degrés Celsius. J'ai installé les 3 modèles d'ailes ainsi qu'une version blanche du deuxième modèle et j'ai retiré la protection pour exposer les ailes au soleil. Et très rapidement, les ailes plus foncées ont atteint la limite à laquelle le PLA commence à se déformer, alors que l'aile blanche n'a jamais dépassé 40 degrés. Après environ 30 minutes au soleil, il était évident que le premier modèle était très déformé, mais les 2 nouveaux modèles tenaient bien. J'ai choisi d'imprimer le deuxième modèle en blanc car il est juste un peu plus lourd que le premier, mais il devrait résister aux rares journées chaudes au Royaume-Uni. J'ai aussi déplacé le cerveau de l'élévateur arrière dans le fuselage pour avancer le centre de masse. Cela porte le poids final de l'avion à 1,26 kg, ce qui ne pose aucun problème pour ces moteurs capables de produire près de 2,5 kg de poussée chacun. Ce sont les mêmes moteurs que j'ai utilisés pour un vélo électrique dans ma dernière vidéo. Avec une envergure d'1,3 m, sa charge à l'air est à peu près la même que celle de ce Carbon Cube radiocommandé. Mais je suis sûr que nous pouvons tous être d'accord pour dire que ce VTOL est bien plus cool. Avec la nouvelle aile installée, l'avion n'a même pas remarqué la légère augmentation de poids. La transition vers le vol en avant a été fluide grâce à la portance élevée et à la faible vitesse de décrochage. J'ai toujours du mal à résumer les performances d'un avion que j'ai moi-même conçu et construit. Évidemment, je serai partial et dirai qu'il vole très bien. Cet avion présente tout de même des inconvénients, comme l'absence de volet qui complique le ralentissement en vol stationnaire. Et la batterie exposée à l'avant n'est probablement pas la meilleure idée en cas de crash. Donc je pourrais construire une coque aérodynamique autour à l'avenir. Aussi, cela peut sembler être une mauvaise idée de n'avoir qu'une seule surface de contrôle mobile sur l'empennage. En cas de panne moteur, l'avion ne pourra pas tourner. Honnêtement, si un moteur tombe en panne en vol stationnaire, l'appareil s'écrase et les drones dépendent totalement de leur moteur. Comparé à mes autres avions à décollage et atterrissage verticaux, c'est le meilleur jusqu'ici. L'avion VTOL précédent manquait de contrôle de lacet en vol stationnaire, et sa petite surface à l'air le rendait difficile à piloter en vol avant. L'ancien VTOL était très lourd à cause des longerons d'ailes en aluminium, de mécanismes d'inclinaison massifs et d'un profil aérodynamique en carton mousse médiocre. Je dois admettre que, même si le VTOL d'avant était mon préféré à piloter, il avait une vraie aile profilée car j'avais acheté l'aile dans un kit, et la ressemblance avec l'Osprey était vraiment cool. Et enfin, ma première version du VTOL, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, comme vous pouvez probablement le voir, c'était essentiellement un bus volant. Tirer parti de tout ce que j'ai appris ces dernières années pour construire ce nouveau VTOL en a vraiment valu la peine. Du moteur léger et des mécanismes d'inclinaison à l'aile imprimée en 3D, jusqu'aux dernières avancées en technologie des moteurs de drones. Je suis sûr que j'y reviendrai à un moment donné, lorsque la technologie des drones et les capacités des imprimantes 3D s'amélioreront. Mais jusqu'à présent, c'est la série la plus longue de ma chaîne YouTube.
avec la première vidéo VTOL mise en ligne en 2013. Depuis, cette chaîne a vraiment grandi. Merci à vous tous qui souhaitez suivre mes projets. Et la semaine dernière, le nombre d'abonnés à cette chaîne a dépassé 1 million, ce qui est franchement incroyable et je ne pourrai jamais assez vous remercier. J'espère que vous avez trouvé ce projet et cette vidéo intéressant et que vous en avez peut-être même appris quelque chose. L'essentiel de la conception a eu lieu en décembre et janvier, où j'ai passé 3 ou 4 semaines uniquement sur l'aile. J'ai pensé que ce serait le moment idéal pour finir le projet et publier la vidéo à temps pour le million d'abonnés. Merci beaucoup de vous être abonné et d'avoir regardé. Et on passe à la prochaine vidéo. Au revoir!